Bonjour à toutes et tous. Merci à Séverine, à Sophie pour leur nouvelle invitation. J'ai un peu l'impression de me retrouver un peu chez moi quand je viens ici. Voilà, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir et puis avoir eu beaucoup de plaisir à entendre Lydia et son équipe nous expliquer tout ce qu'ils mettent en place pour favoriser l'autodétermination dont je parlerai évidemment encore dans quelques minutes, mais on a eu là vraiment une mise en application des principes auprès d'un public qui éprouve évidemment beaucoup de difficultés. Alors, j'ai répondu un peu à une commande, celle de Séverine, autour d'un sujet qui est défi et enjeu pour les personnes adultes autistes pour un quotidien de qualité. Alors je me suis demandé un peu comment j'allais traiter cette affaire. Et ben, la première chose que je me suis dit, c'est je vais un peu regarder ce que ça veut dire un défi et un enjeu. Alors ben, voilà un peu les définitions du Robert. Le défi, c'est le refus de s'incliner devant l'autorité de quelqu'un ou de quelque chose. Ça suggère déjà un peu quelques idées s'agissant des adultes. C'est le fait de provoquer quelqu'un en le déclarant incapable de faire quelque chose. S'agissant d'adultes avec autisme, s'adressant à leur équipe éducative, on peut susciter quand même déjà d'autres réflexions. C'est un obstacle qu'une civilisation, un groupe ou une personne doit surmonter. Là, je pense que j'imagine bien la signification d'un défi concernant au quotidien ce qu'une personne avec autisme doit surmonter, mais ce qu'une équipe aussi doit surmonter comme difficulté dans l'accompagnement quotidien des personnes qui présentent un TSA et avec des déficiences qui sont parfois importantes. Et puis la notion d'enjeu, elle est intéressante. C'est ce que l'on peut gagner ou perdre dans une entreprise quelconque. On a eu des illustrations là de ce qu'on peut gagner dans la présentation qui était faite juste avant. Je vais essayer de développer le propos dans les minutes qui vont suivre. Pardon, je vais essayer de revenir. Oui. Donc je vais développer un peu un propos autour de quelques recommandations, pas trop puisqu'on en a déjà eu quelques-unes. Et puis développer la question des enjeux et des défis et vous questionner là-dessus. Développer les enjeux et les défis, mais autour de quelques repères complémentaires à ce qui était apporté par l'équipe de la page, et puis vous proposer quelques réflexions sur le sujet. Alors, quelques recommandations, il y a beaucoup de recommandations en France. Là, je me suis permis de reprendre les recommandations de NICE, qui est l'équivalent de la HAS en Angleterre. Qu'est-ce qu'il recommande pour l'accompagnement résidentiel des personnes qui présentent un TSA? C'est tout d'abord la mise en place de petites unités communautaires du maximum 6 personnes qui vivraient ensemble. Organisées pour soutenir. Pour soutenir quoi? Pour soutenir le développement et le maintien de compétences interpersonnelles et surtout le développement d'une vie dans la communauté. Grâce à quoi? Grâce à une approche collaborative, et l'équipe qui m'a précédé a beaucoup insisté sur cette dimension-là. C'est une approche collaborative avec la personne et avec sa famille et tout autre partenaire qui peut effectivement être investi auprès de la personne. C'est aussi un développement d'activités qui ont un caractère structuré et individualisé, qui sont conçus pour promouvoir l'intégration dans la communauté. Et donc, il y a vraiment une perspective lors du développement des activités de les réfléchir en tant que qu'est-ce qu'elles vont donner comme perspective de développement et d'utilisation de ces activités dans la communauté. Et puis des activités, et on l'a vu précédemment, clairement programmées dans des programmes hebdomadaires, quotidiens et organisés de manière séquentielle. Des environnements qui vont être structurés également, qui vont être adaptés au niveau physique, en particulier concernant les problématiques sensorielles que présentent les personnes avec autisme, mais aussi de permettre à ces personnes de pouvoir disposer d'espaces personnels qui soient soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des établissements. Et des recommandations qui concernent le personnel. Alors, concernant le personnel, il devrait comprendre les principes et les attitudes qui favorisent une prestation d'accompagnement efficace auprès des adultes, travailler en collaboration avec une gamme de services et surtout être formé à l'évaluation et à l'accompagnement des besoins des adultes avec autisme,
être cohérent et prévisible, mais permettant quand même une certaine flexibilité pour permettre les changements et les choix. On en a vu quelques exemples précédemment. Et puis s'engager à impliquer les familles, les partenaires et les soignants. On voit que c'est au travers de ces recommandations, on a reconnu toute une série d'initiatives qui étaient mises en place ici au sein de la page. Alors, je vais un peu, j'en prends parfois un peu la malheureuse habitude, ou l'habitude, c'est finalement de me dire, mais si on attend un accompagnement de qualité, ou si on a un quotidien de qualité, mais finalement ce quotidien de qualité, il dépend de vous, il dépend de nous, il dépend de l'environnement. Et donc je me suis dit, finalement, s'il y a des enjeux et des défis, je vais vous adresser des questions. Je vais vous adresser des questions qui amèneront sans doute dans votre esprit toute une série de réponses, mais si elles apportent des réponses, c'est que finalement, on est un peu à la rencontre de ces enjeux et de ces défis tels que je les ai discutés là dans la partie préalable. Alors, je me suis basé sur des travaux qui ont été faits par une organisation de l'Ohio et une organisation de Caroline du Nord qui proposent un peu des schémas, un peu d'évaluation, en tout cas, au travers des besoins exprimés par les personnes avec autisme ou par leur famille. Et donc, je vais centrer un peu la discussion autour de 8 secteurs. Le secteur des soins de santé et de la sécurité, le secteur du bonheur et du bien-être, le secteur de la communauté et des loisirs, la question du personnel, la question du management et de la gestion, la question des programmes, des familles, et puis finalement, si on devait visiter un service, qu'est-ce que l'on poserait comme question et à quoi serait-on attentif? Alors la première peut-être question, c'est la question de la santé et de la sécurité. Les questions qui sont à poser seraient, si je voulais un quotidien de qualité, mais quels sont les soins médicaux dont je pourrais disposer? Comment vous organisez-vous pour m'offrir des soins médicaux qui sont des soins de qualité? À quelle fréquence vais-je avoir des consultations médicales? À quelle fréquence vais-je avoir des consultations et des soins dentaires, orthopédiques, gastro-entéraux? Quelle est votre organisation au niveau des soins médicaux? Comment délivre-t-on les médicaments? Est-ce que je les prends moi-même? Est-ce qu'on me les donne? Est-ce qu'on m'oblige à les prendre? Ce sont des questions qui vont revenir en termes de qualité de vie au quotidien. Quels vont être le respect de mes préférences en termes alimentaires, mais quels vont être le respect de mes besoins en termes alimentaires? Est-ce que si j'ai des régimes, est-ce qu'on va m'obliger à suivre ce régime ou est-ce qu'on va pouvoir négocier la notion de mes préférences et de mes besoins? Question d'exercice physique. Est-ce qu'on va m'offrir l'opportunité d'en faire? De quelle nature vont-ils être? Est-ce que ça va être juste de la stimulation ou un exercice physique important? Qu'est-ce qu'on va m'offrir? Que m'offrez-vous? Au niveau de l'hygiène quotidienne, qu'allez-vous m'offrir en termes d'accompagnement à mon hygiène quotidienne? Est-ce que vous allez m'obliger à me laver tous les jours? Ou est-ce que je vais avoir une marge de manœuvre? Dans quel contexte cela va-t-il avoir lieu? Et puis il y a des circonstances qui sont peut-être un peu plus accessoires vis-à-vis de moi-même, mais quelle est la propreté qui sera disponible dans mon environnement? Combien de fois par semaine lavera-t-on ma chambre? Combien de fois par semaine ai-je accès à des vêtements différents? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est avec une fréquence différente? Quelle réponse m'apportez-vous par rapport à ces questions-là? Est-ce que j'ai un accès à la technologie? Alors tout à l'heure, on a entendu le propos par rapport au sommeil, mais est-ce que j'ai un accès à n'importe quel moment de la journée? Est-ce que j'ai simplement un accès à ces ressources technologiques? Qu'en est-il de mes besoins sensoriels? Est-ce qu'on va tenir compte de mes besoins sensoriels de manière individualisée? Ou est-ce que je vais devoir m'inscrire dans une vie communautaire où ce sont les besoins des uns et des autres qui sont respectés? Quelle place auront mes besoins sensoriels personnels? Les supports visuels, on a vu évidemment beaucoup d'exemples dans la présentation précédente, mais effectivement se pose encore, alors on a un peu l'impression d'une unanimité concernant l'utilisation des supports visuels. C'est peut-être pas aussi
évident que ça n'en a l'air. On a encore des environnements dans lesquels les supports visuels ne sont pas nécessairement l'apanage de toutes les personnes qui en ont besoin. Et est-ce qu'on va avoir des supports personnels qui vont avoir un caractère personnalisé, c'est-à-dire par objet, par image, par photo, en fonction des besoins des uns et des autres. Et puis, est-ce qu'on va prévoir un aménagement qui va permettre l'accessibilité à l'ensemble des environnements auxquels je vais devoir avoir accès? Puis peut-être des questions qu'on pose rarement. Est-ce que vous avez un plan en cas d'urgence? Ma vie de tous les jours, ma vie quotidienne ne sera pas faite des questions d'urgence, mais peut-être qu'un jour dans l'établissement, il y aura une question de sécurité qui va s'imposer, un incendie ou d'autres situations d'urgence. Quels sont vos plans par rapport à ça? Est-ce que vous avez prévu des exercices qui me permettront, moi qui ai de l'autisme, de pouvoir avoir accès à toute cette sécurité dont j'aurais besoin, parce qu'effectivement, les stimulations sensorielles lors des situations de sécurité ou des situations d'urgence risquent de poser quelques soucis. Est-ce que des exercices sont prévus pour ce faire? Quels sont les supports visuels? Où sont-ils disponibles lorsque des situations de sécurité sont en place? Et puis, quelle formation donnez-vous? Quelle formation donnez-vous à vos professionnels par rapport à ces questions de sécurité? Quelles sont les formations que l'on donne aux personnes, aux résidents, par rapport à ces questions de sécurité? Y a-t-il un entraînement qui est fait à cet égard-là? Alors là, la question est peut-être plus facile pour moi à aborder maintenant, puisqu'elle était largement abordée dans le propos précédent, mais c'est cette question de la satisfaction, du bonheur à vivre dans l'environnement qui nous est donné à fréquenter. Il y a évidemment le respect du choix et des préférences. On a vu cet effort qui est fait pour le respect des menus. On peut peut-être faire le constat que cette offre de menus différents ou différenciés n'est pas nécessairement ce qui est disponible partout. Mais quelle offre me faites-vous par rapport à ça? Connaissez-vous mes goûts? Connaissez-vous mes goûts spécifiques? Aurais-je l'occasion à différents moments d'avoir accès à ces goûts qui font partie de mes préférences? Puis-je choisir un peu les moments où je fais les choses dans mon horaire? Puis-je choisir le personnel qui va travailler avec moi? 3 petits points. Pourtant, vivre avec d'autres, c'est-à-dire aussi vivre avec le personnel, engage aussi peut-être à mener une réflexion sur est-ce qu'il y a du personnel qui fait partie de catégories préférées par les personnes? Et est-ce qu'effectivement, on engagera la participation de ce personnel préféré auprès de chacune des personnes dans le cadre d'un certain nombre d'activités? Comment va-t-on respecter mes choix individuels? Est-ce que j'ai une opportunité de choix individuel? Alors on voit les efforts qui ont été faits pour promouvoir l'autodétermination. C'est bien de ça dont il s'agit à ce propos-là. Comment sont organisés les temps libres? Est-ce que j'ai le choix de prendre des temps libres ou est-ce que je suis confronté à un programme qui est bien dessiné, bien structuré, bien organisé, mais où la place de prendre un temps libre de temps à autre n'est peut-être pas un exercice aussi évident que ça? Et puis, ai-je l'occasion de bénéficier d'aménagements qui me sont propres au travers de l'environnement dans lequel je vis? Est-ce qu'on va m'offrir des opportunités de la création d'amitié, de la création de rencontres avec d'autres personnes que celles avec lesquelles je vis au quotidien? Quelles sont les occasions qui me sont données pour ça? Est-ce que je vais avoir des occasions de pouvoir avoir des relations sexuelles? Est-ce qu'on va me donner des occasions où des relations pourront s'établir à cet égard-là? Comment le personnel participe-t-il aux activités? Quelles sont les organisations qui sont prévues par rapport à ça? Est-ce que je vais avoir du personnel qui est rémunéré pour s'occuper de moi ou est-ce que parfois je vais pouvoir être accompagné de personnes qui sont volontaires ou de personnes qui vont pouvoir m'accompagner sans relation rémunérée par rapport à l'engagement qu'on a les uns vis-à-vis des autres? Les modèles relationnels sont sans doute très très différents en fonction qu'on se trouve dans un cas ou dans l'autre. Quels vont être les indicateurs de contentement et de satisfaction? Qu'est-ce qu'on prend en compte comme moyen pour savoir qu'une activité plaît ou pas?
Quels sont les outils qui sont développés par rapport à ça? Est-ce que vous en développez? Quels sont ceux qui me sont offerts? Est-ce que je vais pouvoir utiliser des smileys comme on l'a vu, ou est-ce qu'on va se baser sur des observations directes? Qu'est-ce que vous mettez en place pour savoir si ça me plaît ou si ça ne me plaît pas? Qu'est-ce que vous ferez d'ailleurs de ce qui ne me plaît pas? Si des activités ne me plaisent pas, est-ce qu'elles vont pouvoir être développées autrement? Comment sont fêtés les événements spéciaux? Comment sont fêtés les anniversaires? Comment sont fêtées les fêtes, les fêtes habituelles de notre calendrier? Est-ce qu'il y a des choses particulières qui sont faites? Quelles sont les activités significatives? Est-ce que vous utilisez des activités qui ont un sens? Qui ont une fonctionnalité, des activités qui sont inscrites, et je développerai ce propos tout à l'heure dans quelques minutes. Et puis, est-ce que vous allez favoriser mon indépendance, ou est-ce que je resterai vis-à-vis de l'organisation que vous m'offrez dépendant de l'accompagnement que vous m'offrez, ou est-ce que vous allez viser à ce que mon autonomie soit maximalisée dans toute une série de secteurs? Concernant les activités dans la communauté, vous avez entendu au début de mon propos qu'il s'agissait là vraiment d'un objectif vraiment essentiel, et objectif qui concourt à n'importe quel niveau de fonctionnement. Je pense que la question du niveau de fonctionnement n'est plus en rapport avec la question de l'inclusion et de la participation à la communauté. On est sorti un peu de cette idée grâce notamment à la notion de support, c'est-à-dire les moyens que l'on met pour que quelqu'un puisse participer à des activités dans la communauté. Et donc, les questions que je vous adresse, elles ont trait à ça. Quelle est la fréquence des activités dans la communauté? Combien de fois par semaine vais-je avoir des activités qui ne seront pas dans mon établissement, dans ma résidence, mais qui seront à l'extérieur? Quelle sera la variété de ces activités? Est-ce qu'on va intégrer dans ces activités mes intérêts et mes talents? Est-ce que si j'ai un talent au dessin, on favorisera la participation à une académie de dessin ou à des cours de dessin ou à des cours qui auraient trait à cela? Est-ce qu'on va utiliser la communauté pour promouvoir de nouveaux apprentissages? Par exemple, les apprentissages prosociaux. Est-ce que les apprentissages vont avoir lieu dans la communauté ou est-ce qu'ils vont avoir lieu dans l'établissement dans lequel je vis? Est-ce que les sorties communautaires sont faites en groupe ou est-ce qu'elles sont faites individuellement, propres à chacun? Si elles sont faites en groupe, très probablement que le processus d'inclusion ou les opportunités d'inclusion risquent d'être relativement faibles. Si elles sont faites de manière individuelle, évidemment, on aura probablement plus d'occasions d'interagir avec la communauté. Quelles sont les solidarités qui sont en cours avec la communauté? Est-ce qu'il y a des associations qui sont en contact avec vous? Est-ce que les résidents d'une maison sont invités aux fêtes locales? Est-ce qu'ils font partie de l'organisation des fêtes locales? Dans quelle mesure peuvent-ils participer au rangement, par exemple, ou à la mise en place des festivités du coin ou de la commune ou de la localité? Et puis, c'est peut-être plus accessoire, mais qu'est-ce qui est prévu pour le transport? Effectivement, si j'ai besoin de me rendre à tel ou tel endroit dans la communauté, est-ce qu'il y a un transport qui est prévu pour ça, ou est-ce que finalement, il faut pourvoir à cela? Et quel est l'encadrement qui est prévu pour ces activités communautaires? Est-ce qu'à nouveau, c'est du personnel de l'établissement, de la résidence qui va m'accompagner, ou est-ce qu'on va promouvoir un autre type d'accompagnement et d'encadrement dans le cadre de ces activités, en comptant par exemple sur les ressources de la communauté? Quant au personnel, maintenant, j'ai quelques questions. Évidemment, vous vous dites, mais en quoi ça le concerne? En quoi ça concerne les personnes qui sont en situation de troubles autistiques et qui fréquentent les résidences? Finalement, ça les concerne au premier chef, puisque c'est eux qui vont vivre avec le personnel. Et donc, on peut peut-être poser la question, est-ce que vous pouvez me répondre à la question, quelle est la vérification que vous faites des antécédents vis-à-vis de votre personnel? Quelles sont les qualités et les compétences de votre personnel qui sont valorisées? Je crois qu'on a peu cette perspective. Est-ce que ça concerne les personnes qui vivent dans les résidences? Probablement que très indirectement, mais en tout état de cause, c'est au travers de ce personnel qu'elles sont accompagnées au quotidien, puisque la question c'est
Quelle est ma qualité de vie au quotidien? C'est bien de ça dont on parle, ce sont des gens qui travaillent avec moi. Quelle évaluation faites-vous du personnel? À partir de quel moment considérez-vous que quelqu'un n'est plus à même de s'occuper de moi? Est-ce que les avis des familles sont pris en compte pour l'évaluation du personnel? Est-ce que vous allez prendre en compte mon avis par rapport au personnel qui travaille avec moi? En termes de supervision, finalement, quelle supervision mettez-vous en place par rapport à la formation qui est donnée au personnel? Est-ce qu'il va bénéficier d'une formation continue? Est-ce qu'il va bénéficier d'une supervision? Qu'est-ce qui est prévu par rapport à cette formation et à cette supervision? Quel est le type et la durée de la formation avant que vous permettiez à un membre de votre équipe de travailler seul avec moi? Est-ce que vous pouvez me parler du turnover du personnel? Je pense qu'à l'heure actuelle, cette problématique est présente dans nombreuses associations, en tout cas pour être à l'écoute de ce qui se passe dans pas mal d'endroits. C'est un problème qu'on va rencontrer. Or, le turnover du personnel est probablement ce qui va rendre la qualité de service moins bonne, puisqu'effectivement, le turnover va engendrer une perte de compétences, une perte de capacité. Quand on entend tout ce qui est mis en place pour gagner de la capacité, gagner de la compétence, le turnover est un problème qu'on rencontre. Et puis au niveau de l'organisation, comment est organisée la formation? Quel est le ratio du personnel et des résidents? Ça me concerne. Ça me concerne effectivement. Moi qui vis dans l'établissement, est-ce que vous pouvez me garantir qu'il y aura toujours suffisamment de personnel pour s'occuper de moi? Comment gérez-vous les erreurs de votre personnel? Parce que les erreurs, elles ont été commises vis-à-vis de moi. Est-ce que vous pouvez me dire comment c'est géré? Est-ce que vous pouvez me décrire qu'est-ce qui est mis en place lorsque des erreurs sont commises? Est-ce que il y a des sanctions, pas des sanctions? Est-ce que comment gère-t-on tout ça? Alors par rapport au management, on a entendu que le propos avait été aussi abordé. Est-ce que je peux avoir accès au projet d'établissement? Qu'est-ce qui est prévu comme dans vos politiques, dans vos procédures? Est-ce que vous avez déjà vécu des situations de décès? Est-ce que vous avez déjà vécu des situations d'abus ou de négligence? Comment tout cela a été traité? Combien y en a-t-il eu pendant les dernières années? Alors probablement que c'est peut-être le type d'information qui n'est pas rendu public, pourtant c'est sans doute un critère qui va m'intéresser beaucoup par rapport à la qualité de ce qui est mis en place. Est-ce que vous bénéficiez, je ne sais pas en France comment ça s'appelle, mais un comité des droits des résidents? Je crois qu'il y a un comité qui existe, mais quelle est sa composition? Quelle est sa fréquence des réunions? À qui sont fournies les informations? Est-ce que moi, en tant que résident, je vais avoir accès à cette information-là avec ce qu'on appellerait un facile à lire? Comment va m'être rendue cette information-là? Et puis il y a peut-être des choses qui sont moins importantes à mon égard, mais comment vous gérez mon argent? Est-ce que j'ai droit à y avoir accès quand je veux? Pour quel montant? Pour quelle somme? Pour en faire quoi? La question peut être posée. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui fonctionne bien dans votre établissement? Est-ce que vous pouvez me dire ce qui mériterait d'être amélioré dans votre établissement? Est-ce que vous seriez capable de m'en parler? Et puis, au niveau des programmes, on a beaucoup parlé de l'autodétermination et donc peut-être je ne dois pas trop m'appesantir là-dessus, mais est-ce que vous me soutenez dans les choix que je fais? Est-ce qu'effectivement me proposer des choix, c'est une chose, mais est-ce que assumer ces choix, c'est autre chose? S'intéresser à mes goûts, c'est bien, mais est-ce qu'on va pouvoir les respecter dans ma vie de tous les jours? C'est une autre question. Est-ce que je vais pouvoir bénéficier, si je présente des comportements un peu compliqués, d'un soutien positif par rapport à ces comportements? Comment sont abordées chez vous les compétences sociales? Comment est-ce que vous les traitez, ces compétences sociales? Est-ce que vous allez me proposer des programmes d'apprentissage des compétences sociales? Est-ce que vous allez me proposer des programmes d'apprentissage de la communication alternative?
Est-ce que vous allez me soutenir dans les transitions? Alors, c'est bien de parler de l'inclusion, c'est bien de parler de la participation communautaire, mais comment je vais pouvoir assurer cette transition d'un lieu à un autre de manière satisfaisante et positive? Est-ce que vous allez me soutenir dans les changements de personnel? Cet éducateur ne vient plus. Est-ce que vous me soutenez dans mon habituation à de nouveaux personnels, ou est-ce qu'en principe je dois m'habituer par moi-même parce que ce serait naturel que, puisqu'il y a des nouveaux membres dans l'équipe, je m'habitue à leur présence et je m'habitue à eux, ou est-ce qu'on va prévoir des choses particulières à cet égard-là? Est-ce qu'il va y avoir une coordination avec des partenaires extérieurs? Comment va s'organiser cette coordination avec d'autres types d'associations qui vont venir à mon soutien? Comment mesurez-vous mes progrès? Est-ce que vous avez des outils de mesure? On en a vu quelques exemples précédemment. Est-ce que l'horaire que vous me proposez chaque semaine est un horaire qui est un horaire fixe, ou est-ce qu'on va pouvoir changer des choses là-dedans? Moi qui aimerais peut-être aller un peu plus à l'extérieur, est-ce que j'aurai l'occasion de placer un petit peu plus d'activités à l'extérieur, ou est-ce que ça ne va pas être possible parce que l'organisation du personnel ne le permet pas? Est-ce que le planning des week-ends, c'est le même que le planning de la semaine, ou est-ce qu'on va pouvoir aménager autrement les choses? Et puis, les relations avec ma famille. Est-ce que vous organisez un groupe de parents? Est-ce que mes parents vont pouvoir participer à un groupe de rencontres qui est organisé par l'association? Est-ce qu'ils vont pouvoir remettre un avis par rapport à l'organisation du temps, par rapport à ma participation? Est-ce que mes parents vont avoir une communication ouverte avec le personnel, ou est-ce qu'il faut toujours passer par le directeur ou par l'assistant social pour communiquer avec l'équipe? Quel va être le personnel disponible pendant les vacances? Est-ce que ce sera d'autres membres de l'équipe qui vont intervenir, d'autres membres d'une autre maison qui interviennent en supplément de la maison dans laquelle je vis, ou comment vous organisez-vous par rapport à ça? Est-ce que ma famille va être informée de tout ça? Quelle est votre politique par rapport au retour à domicile? Est-ce qu'un nombre de jours est précis, ou est-ce que je peux rentrer quand je veux chez moi? Chez moi, oui, dans ma famille plutôt. Est-ce que les visites, mes parents peuvent me rendre visite quand ils veulent ou pas? Est-ce que c'est sur rendez-vous qu'ils peuvent me rendre visite? Qui donne l'accord pour le rendez-vous? Alors, peut-être dernière chose par rapport à toutes ces questions, c'est et si je pouvais visiter l'établissement avant d'y vivre? Est-ce que je pourrais être informé de toute une série de choses? Est-ce que je pourrais visiter au moins 3-4 fois et pas peut-être une seule fois? Est-ce que je pourrais voir comment le personnel interagit avec les résidents? Est-ce que quand ils me parlent des autres résidents, je perçois qu'une certaine confidentialité est préservée par rapport à la vie des autres? Est-ce que les résidents, le personnel, sont actifs lorsque je rends visite? Est-ce que des choses se passent? Est-ce qu'il y a des preuves de structure, de support qui sont spécifiques à l'autisme? Peut-être est-ce que je pourrais interroger le directeur ou le personnel sur la connaissance des problèmes de santé? Est-ce que je perçois qu'effectivement le personnel connaît bien les problématiques de santé des résidents? Est-ce que je peux demander depuis combien de temps ils travaillent? Parce que peut-être si je me rends compte que ça fait peu de temps que le personnel y travaille, on sera peut-être en questionnement par rapport à la stabilité du personnel. Est-ce que je peux m'entretenir avec un autre membre d'une famille dont le fils ou la fille vit dans l'établissement pour savoir un peu ce qu'il pense de ce qui est mis en place? Et est-ce que je peux demander à quelle fréquence il y a des contacts avec le superviseur ou la personne qualifiée au niveau de la supervision du personnel? Voilà, est-ce que je peux, dans ma visite de l'établissement, me préoccuper de ces différents aspects? Alors voilà toute une série de questions. Vous me direz, mais il y a peu de réponses dans ce que vous me dites là, bien évidemment, puisque mon propos était de vous questionner sur, finalement, est-ce que vous avez des réponses à m'offrir par rapport à ces questions-là? Je voulais peut-être maintenant développer quelques idées. Alors, il y a des idées qui sont développées par rapport
aux compétences clés dans les formations. Alors, on a déjà entendu toute une série de choses qui ont été dites dans le cadre de ce qui est mis en place ici à la page dans le cadre du processus de formation continue. L'idée qui est développée dans un article de Reid, qui est un article très récent sur la formation du personnel qui travaille en support avec des adultes qui ont un TSA. Il propose un ensemble de secteurs dans lesquels il faut développer de la formation. La notion d'activité significative, je vais la reprendre dans quelques minutes avec un programme qu'on a mis en place il y a quelques années pour illustrer un peu le propos. Mais vraiment la question des activités qui ont un sens, qui ont une fonctionnalité, qui veulent dire quelque chose, qui sont productives de quelque chose, c'est quelque chose d'assez important à développer. Donc cette notion même d'activité dite significative est importante à prendre en compte. Sinon, quelle est l'utilité de ce que l'on fait? Alors évidemment, on peut valoriser par des renforçateurs, mais aussi, en tant qu'adulte, une valeur sociale à ce que nous faisons. Et donc, comment cette valeur sociale est ressentie par les personnes avec lesquelles on travaille? Ça doit faire partie de l'objet de la formation. Enseigner de manière naturaliste. Alors, c'est un nouveau mot qu'on commence à utiliser, quand même déjà depuis quelque temps, mais cette approche naturaliste, c'est finalement apprendre dans les activités qui sont significatives. C'est dans l'activité elle-même que l'on apprend les compétences. Et donc, il y a parfois cette notion qu'on a développée par le passé de prérequis pour pouvoir accéder à une activité. À l'heure actuelle, donc prérequis, ça veut dire qu'il faut avoir toutes les compétences avant de réaliser l'activité. À l'heure actuelle, on est dans une autre perspective qui est de dire l'activité a lieu et on apprend au sein même de l'activité avec évidemment le développement de toutes les techniques d'aide et de renforcement dont on a entendu quelques exemples. Mais donc ici, il y a vraiment cette perspective que l'enseignement a lieu dans l'activité fonctionnelle. Alors, promouvoir la satisfaction au quotidien, je pense que ça devient un leitmotiv, vraiment se préoccuper du fait que les personnes puissent percevoir une satisfaction à vivre et à vivre les activités qu'on leur propose. Et donc, quels sont les indicateurs? Donc, développer des stratégies qui permettent d'identifier les indices de satisfaction et de mécontentement. Par exemple, le fait que pour certaines personnes qui ont peu de capacité à exprimer leurs émotions positives, le fait qu'elles adhèrent à une activité est un critère qui permet effectivement de valider une forme de satisfaction. Le refus de participer à des activités manifeste pour certaines d'entre elles par des comportements problèmes. Par exemple, des souhaits d'évitement de l'activité ou d'échappement de l'activité. Et prenons en compte effectivement que ces activités devraient être peut-être éliminées de leur champ. Offrir des choix lors des activités quotidiennes. Donc, apprendre toutes les techniques de choix, on en a eu quelques exemples dans l'exposé précédent. Identifier et donner accès aux préférences. Réduire le mécontentement accompagnant les activités en cours. Éliminer l'activité si elle n'est pas nécessaire ou indispensable. Et puis, introduire des événements ou des membres préférés dans l'activité. Est-ce qu'on peut introduire dans l'activité qui a lieu, je commence à avoir des problèmes de comportement d'ailleurs, introduire des événements ou des membres préférés dans l'activité. Donc il s'agit là finalement de faire une forme de pairing du bénéfice d'un professionnel préféré pour faire adhérer la personne à une activité qui lui est parfois inconnue. Vous savez que parfois la préférence vient de la pratique. Quand on ne connaît pas, on ne sait pas si on peut apprécier ou pas. Et donc, il faut parfois favoriser la participation grâce à des ingrédients qui sont des ingrédients positifs. Et donc, il y a toute une série de stratégies à développer dans le cadre des compétences clés au niveau des formations. Disposer de bonnes relations avec les autres usagers et le personnel, c'est développer effectivement des compétences sur le degré de connaissance des usagers. Et donc, la problématique du turnover, elle est bien posée. Et malheureusement, la formation ne supplée pas à la question du turnover. La formation est un engagement lourd, important pour les organisations, pour les associations. Et le turnover vient parfois gripper ce mouvement qui est un mouvement d'expérience que vont acquérir les professionnels dans le cadre de leurs activités et de leur formation continue et de leur supervision. Malheureusement, il faut vraiment promouvoir ça.
fournir une attention sociale et donc développer la question de l'attention sociale positive, apprendre aux professionnels à avoir beaucoup plus d'approbation que de désapprobation. Et ça, c'est une compétence qu'il faut développer d'emblée chez le personnel. Malheureusement, il y a une tendance à l'aspect négatif des jugements, souvent quand il y a des problèmes de comportement. Et donc, il faut vraiment engager le personnel dans cette perspective d'approche positive. J'en dirai quelques mots dans quelques instants. Et donc, apprendre aussi à répartir son attention. On est confronté à des situations de groupe, puisque à l'heure actuelle, les résidences sont généralement organisées de manière groupale. Et donc, la question d'apprendre au personnel à partager son attention est une question qui est importante dans le cadre de la formation. Et puis, il y a toute la question de la dignité. La dignité, quand on parle des adultes qui présentent un TSA, comment en parle-t-on ? Comment en parle-t-on dans l'établissement, mais comment en parle-t-on à l'extérieur de l'établissement ? Est-ce qu'on les décrit comme les personnes étant les plus compliquées avec lesquelles on travaille ? Évidemment, ça fait prévaloir une diminution de la dignité des personnes, mais au sein même de l'établissement, quel est le vocabulaire qui est utilisé à propos des personnes ? J'ai déjà lancé à plusieurs reprises cette question même du tutoiement. C'est une question qui est irrésolue à l'heure actuelle, mais est-ce que vous voyez n'engage pas une dignité qui est différente ? Voilà, on peut poser la question. Et puis il y a la dignité en se comportant avec les adultes. Le comportement que nous avons augmente ou diminue la dignité. Non pas que les comportements aient une intention négative. Je vais juste prendre un exemple. Le week-end dernier, c'était, peut-être pour ceux qui sont venus à Mons, peut-être y en a-t-il parmi vous, il y a une festivité annuelle qui s'appelle le Doudou, c'est une grande manifestation, voilà, il y a beaucoup de monde, et il y a une procession. Et j'ai été admiratif cette année de constater que pas mal de personnes en situation de déficience intellectuelle ou d'autisme participaient à la procession, donc étaient inscrits dans les différents groupes folkloriques ou religieux qui défilaient dans la ville. Et puis j'étais un peu frappé par un accompagnant qui, à certains moments, tenait la main d'une personne avec déficience, et lorsque les musiques, qui étaient plutôt des musiques avec un accent liturgique, fonctionnait, eh bien cet accompagnant faisait des mouvements avec la personne pour la faire imiter ces mouvements-là. Je pense qu'il y a une bonne intention, mais en termes de dignité, c'est probablement pas l'accent qu'il faudrait donner, puisque finalement une forme de stigmatisation inutile de la situation de la personne. Et donc c'est au travers de nos comportements que parfois la dignité augmente ou la dignité diminue, mais j'insiste aussi sur le fait qu'il n'y a pas nécessairement d'intention de nuire quand il y a des comportements comme ceux-là. Mais je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir, et peut-être ceux qui s'intéressent à ces courants seront intéressés à ce qu'on appelle la valorisation des rôles sociaux qui ont été développés par Wolfensberger et son équipe. Et donc ceux qui sont intéressés par ces questions-là, y trouveront beaucoup de sens. Alors, ça, c'est relativement récent. Peut-être que ceux qui s'intéressent aux troubles du comportement ont été intéressés à ce qu'on appelle School-Wide Positive Behavior Support, donc qui sont un support au comportement positif dans le milieu scolaire. Mais donc, c'est une application des grands principes du support positif au comportement, mais au sein d'une organisation et pas au profit d'une personne de manière individuelle. Et donc, il y a maintenant un peu ces perspectives de support au comportement, qui sont des supports au comportement positif. Et donc, il y a vraiment cette obsession pour le développement des compétences, et avec une application qui va être sous-tendue par, finalement, est-ce qu'au niveau de notre organisation, au niveau de notre association, au niveau de notre résidence, on est au clair avec les comportements qui sont attendus ? Qu'est-ce qu'on attend comme comportements prosociaux ? Et est-ce que cette charte, je vais l'illustrer, là j'en ai proposé une, je vais juste illustrer ça. Est-ce qu'on a une charte des comportements qu'on attend
des personnes en termes de respect des autres, en termes de sécurité des autres et en termes de responsabilité des autres. Est-ce qu'on peut illustrer cette charte qui est finalement le bien vivre ensemble et qui permet effectivement à chacun de pouvoir se situer, mais surtout au personnel de pouvoir valoriser. Et donc la question même qui est relevante par rapport à cette perspective, c'est est-ce qu'on va valoriser les comportements qui sont les comportements prosociaux positifs ? Je ne vais pas dire en oubliant ceux qui sont négatifs, mais en ayant une préoccupation fondamentale pour cette valorisation des comportements qui sont positifs. Et avoir de bons comportements, et je le répéterai dans quelques minutes, n'est pas normal. Ou en tout cas, il faut s'abstenir de considérer que c'est normal. Si on considère que c'est normal, il n'y aura plus de valorisation positive de ces comportements. Et donc, je crois que quand quelqu'un se comporte de manière adéquate, il y aura quand même toujours une préoccupation pour valoriser ces comportements. Si on perd cette valorisation, mais en fait, on tournera vers les comportements qui sont les comportements négatifs et qui, ceux-là, seront valorisés par beaucoup d'attention sociale de la part du personnel, parce qu'ils sont préoccupants, parce qu'effectivement, ils génèrent beaucoup d'attention et de préoccupation. Et donc voilà, pour ceux qui seraient intéressés par cette démarche, c'est une démarche dans laquelle on va soutenir le comportement de l'équipe par des prises de décision qui sont basées sur des données. Et donc, dans une démarche comme celle-là, la collecte continue des données sur les comportements, c'est une donnée qui est essentielle dans la gestion qui est prévue par le support au comportement positif. Et puis, il y a le soutien, évidemment, au comportement de la personne au travers de l'enseignement de compétences qui sont des compétences sociales appropriées. Parfois, la mise en place d'une évaluation fonctionnelle lorsque les comportements problématiques sont trop importants. Et puis, un renforcement continu des comportements positifs de la personne, c'est essentiel. J'ai passé juste là-dessus en revenant et en insistant quand même sur cet aspect-là, c'est qu'il faut garder un système, entre guillemets, de récompense ou de valorisation pour tous les comportements qui vous paraissent normaux. Arrêtons de penser que c'est normal. À partir du moment où on considère que c'est normal, il n'y a plus de préoccupation pour une certaine valorisation. Et donc, voilà, au travers de cette démarche-là, on sera aussi en réflexion par rapport à ce qui se passe quand les comportements négatifs sont présents et comment est-ce qu'il faut décourager leur préoccupation, enfin leur présence. Alors tout à l'heure, j'ai parlé des activités significatives. Je ne pouvais pas ne pas évoquer cet outil qu'on a développé il y a quelques années et qui parle d'un programme option qui est basé sur un certain nombre de concepts et en particulier le concept d'activités significatives et valorisées qui vont faire partie, comme on l'a évoqué précédemment, d'un projet individuel, mais focalisé non pas sur la notion de compétence, mais sur la notion d'activité. Et cette notion d'activité, c'est au travers de celle-là que seront développées les compétences. Et donc, basée sur, évidemment, les préférences de la personne pour améliorer le style de vie. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un style de vie valorisé ? Il y a un certain nombre de variables qui rentrent en ligne de compte pour, si on veut, définir qu'il s'agit d'un style de vie valorisé. C'est la réalisation des activités dans la communauté, et donc là on parle d'intégration physique. C'est la réalisation des activités avec des amis ou avec des connaissances, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas rémunérées pour s'occuper de vous. La réalisation des activités de la manière la plus autonome et la plus compétente possible. Et donc dans le mot « possible », il n'y a pas de la manière autonome et compétente. Réaliser des activités qui sont préférées et réaliser une variété d'activités. Alors, vous savez peut-être qu'il y a un manuel qui a été rédigé et puis il y a un site internet qui est malheureusement en difficulté pour l'instant, mais qu'on est en train de remettre sur pied. Et dans une perspective, mais ça, on l'a développé tout à l'heure, je ne vais pas insister là-dessus, mais dans une perspective itérative qui est d'évaluation, d'élaboration. Et puis, une des perspectives de ce projet, c'est la récolte des données. Tout à l'heure, il y a quelques minutes, j'ai parlé de la récolte des données concernant les comportements. Ici, on sera intéressé à la récolte des données concernant la réalisation des activités. Alors, il y a un répertoire d'activités, donc toute une série d'activités, je crois qu'il y en a plus de 200 qui sont proposées, au travers des domaines de loisirs, des domaines de l'autonomie personnelle et puis des activités de service.
activités de service qui, pour l'essentiel d'entre elles, devraient avoir lieu dans la communauté dans laquelle on appartient, donc c'est-à-dire dans la ville, dans le village dans lequel on vit. Et donc vous pouvez, au travers d'un système d'évaluation, analyser la préférence des personnes, analyser les conditions optimales des préférences. On entend dire oui, mais il aime bien écouter de la musique. Oui, mais il aime bien écouter quelle musique? Et il aime bien écouter quelle musique avec qui? Ce sont des critères qui permettent d'affiner le degré de préférence. Écouter de la musique, mais si c'est une musique qui ne vous plaît pas, écouter de la musique n'est pas l'activité qui va relever de la préférence. Donc c'est parfois les conditions optimales qui vont référer à la préférence. À quelle fréquence souhaitez-vous participer à cette activité? De quel soutien vous allez avoir besoin? Est-ce que c'est un soutien? Est-ce que vous n'avez pas besoin d'aide? Ou est-ce que vous allez avoir besoin d'une guidance physique totale pour participer à cette activité-là? Et puis ce qui est particulièrement intéressant dans ce type de programme, c'est qu'on va pouvoir faire des recommandations. Des recommandations qui vont avoir trait à l'apprentissage, ça veut dire qu'il y a des compétences à développer dans le cadre de cette activité. Il y a un autre critère qui est la participation, et donc là, on mettra cette activité dans le programme de la personne, mais sans avoir besoin d'apprentissage. Et donc, c'est une activité qui sera dite de participation. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que, au travers de l'ensemble des activités, ça suggère parfois des activités à essayer, c'est-à-dire des activités qui n'ont jamais été tentées, mais qui seraient peut-être intéressantes de mettre en place et de pouvoir donner l'occasion à chacun de participer. Donc sur le site web, vous avez des outils comme ceux-là qui sont proposés où on va pouvoir dire je le fais à quelle fréquence, de quel type d'aide j'ai besoin, est-ce que je souhaite que ça fasse partie de mon projet et avec quelle précision je souhaiterais que cette activité soit réalisée. Alors c'est sur base d'images. On peut aussi, les familles peuvent participer ou toute personne à l'extérieur peut participer à l'évaluation, c'est-à-dire qu'on envoie un lien et les personnes à l'extérieur vont pouvoir valider ce qu'ils perçoivent comme étant les préférences des personnes. À l'issue de ça, je vous avais montré ici peut-être deux autres possibilités d'évaluation. Et donc, on va devoir faire des recommandations, comme je l'ai dit, sur les activités d'apprentissage, de participation et à essayer. Et puis, le logiciel va vous fournir un rapport des préférences évoquées par chacun des partenaires qui a complété le questionnaire. Ici, il y a la personne qui s'appelle Axel, il y a l'établissement qui a participé à l'évaluation et il y a les parents qui ont participé à l'évaluation. Et le logiciel vous classe les activités par ordre de préférence de l'ensemble des partenaires qui ont participé à la réalisation de l'outil. J'ai parlé de récolte des données. On va récolter les données semaine par semaine sur la participation de la personne aux activités dans la communauté, au fait qu'elles étaient réalisées avec des amis, des connaissances et les autres critères que j'ai évoqués tout à l'heure. Et donc, on collecte toutes ces données-là pour pouvoir avoir finalement une évaluation de la mise en place du projet liées aux activités de la personne. Et donc, on va avoir des informations ici qui sont liées à l'intégration sociale, à l'intégration physique, aux activités préférées et au type d'activité. On a pour chaque personne une évaluation de ce qu'on a dit qu'on allait faire et est-ce que ce qu'on a dit qu'on allait faire est mis en place, puisque vous voyez qu'il y a une ligne qui est dessinée. C'est en fait l'engagement que l'on a pris dans le cadre du projet. C'est de pouvoir offrir, par exemple, là en haut, on s'est dit qu'on allait offrir 2 fois par semaine des activités qui sont liées à des activités avec des personnes dans la communauté. Et donc, on vérifie simplement si on atteint les objectifs qu'on s'est fixés, non pas au travers du développement des compétences, mais au travers de la participation à des activités. Alors, quelques réflexions pour terminer. J'ai encore 2-3 minutes. 3. 2,5. Alors, peut-être, j'ai développé tout un propos précédemment, mais peut-être remettre en évidence quelques points qui me paraissent importants. On l'a évoqué tout à l'heure, Lydia et son équipe l'ont évoqué, c'est développer un esprit d'équipe. C'est essentiel. Et c'est une culture. C'est une culture à développer pour que chacun se sente investi
de sa responsabilité, de sa contribution, mais aussi du fait que l'on tienne en compte son avis. La question de la solidarité me paraît être une valeur essentielle à développer dans les équipes, tant le travail avec les personnes qui nous concernent, qui sont les personnes avec les déficiences les plus lourdes, nécessite effectivement une solidarité forte entre chaque partenaire de l'équipe. Développer une grande cohérence personnelle. Trop souvent, ou très souvent, on évoque la cohérence d'une équipe, c'est-à-dire la cohérence entre les gens. Entre guillemets, il faut qu'on soit cohérents les uns avec les autres. C'est une chose. Mais il y a aussi une autre chose. Est-ce que nous sommes si cohérents que ça avec nous-mêmes? C'est-à-dire, est-ce qu'au jour le jour, nous adoptons les mêmes attitudes que la veille? Est-ce que certains jours où nous sommes très en forme suscite le fait qu'on respecte un petit peu plus les engagements et des jours où on est un peu moins en forme, on les respecte un peu moins? Ça engendre effectivement, tout à l'heure j'ai dit beaucoup de cohérence, oui évidemment, cohérence entre les gens, mais cohérence vis-à-vis de soi-même. Alors, en parlant de cohérence, peut-être faire preuve d'une faible cohérence centrale, comme étant une qualité. C'est-à-dire que notre métier, c'est d'être attentif aux détails des environnements que l'on offre aux personnes. Et je pense que c'est une qualité qu'on doit développer, parce qu'effectivement, parfois la solution, elle est dans le détail, et pas dans la globalité d'une situation. Et donc voilà, je vous engage à promouvoir cette capacité à la cohérence centrale faible, qu'on décrit comme un des déficits de l'autisme. Mais moi, j'y ai une certaine affinité parce que dans mon métier, je dois être attentif aux détails des choses. Et puis promouvoir l'explicite. Il y a trop de choses implicites. On pense qu'il sait que. Mais non. Rendons les choses claires. Tout à l'heure, j'ai évoqué dans le support comportemental positif le fait qu'on rende clair les règles de vie ensemble, les attitudes sociales qu'on attend. Travailler avec l'explicite. Quand c'est implicite, personne ne peut deviner ce que vous avez dans la tête, ni même parfois vos collègues. Ni même parfois vos collègues ne peuvent imaginer ce que vous avez dans la tête. Donc, il faut promouvoir l'explicite. Et puis, garder le sens de la normalité. Garder le sens de la normalité parce qu'effectivement, cette vie dans des milieux qui sont parfois des milieux ségrégés ou réservés nous fait parfois perdre le sens de la normalité. Globalement, voilà, ça va mieux, mais ça ne va quand même pas tout à fait. Et donc la normalité peut être rappelée que la norme n'est pas une chose. La norme, c'est très large. Et donc, voilà, peut-être se rappeler que finalement, il faut garder quand même des principes fondamentaux de vie ensemble. Un accompagnement de qualité, voilà, je vais peut-être passer rapidement puisque Géa trépigne déjà d'impatience que j'en termine. Mais voilà, peut-être insister sur la question de la valorisation qui me paraît être quelque chose d'important. Et puis je reviens sur mes deux propos du départ. Et en particulier, quand j'ai regardé un peu la définition du défi, c'est le refus de s'incliner devant l'autorité de quelqu'un, de quelque chose. C'est quelque chose qui me titille. Quelque chose qui me titille, puisque nous sommes quand même dans des environnements qui suggèrent beaucoup. Quand je dis suggérer, c'est qui organisent beaucoup. Et je me dis, mais finalement, est-ce que j'aurais le droit de refuser ? Est-ce que j'ai le droit de ne pas faire ce que l'on me demande de faire ? Mais comment faire pour refuser et est-ce qu'on va accepter ce refus-là ? Et est-ce que j'ai des chances en refusant qu'on accepte mon refus ? Donc voilà, je crois qu'on n'aura pas fait le tour de cette question-là, mais c'est une question qui, humainement, me paraît importante quand on a une vie d'adulte. Est-ce que l'on peut gagner ou perdre dans une entreprise quelconque en termes d'enjeux ? Moi, je pense qu'une réponse, elle peut être apportée dans ce qu'on appelle le support au comportement positif. Il faut que j'y gagne. Il faut que je gagne quelque chose à m'adapter à cette vie. Et permettez-moi quand même de rappeler. Ce matin, je participais à une autre conférence durant laquelle on parlait des situations complexes. Des situations très complexes maintenant, et peut-être qu'on aura bientôt des situations très, très, très complexes, parce que je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais déjà complexe, ça suffirait à décrire un ensemble de situations. Et il y avait un témoignage qui était de dire, mais voilà, ce qui est quand même difficile, c'est
de faire vivre ensemble 5 personnes qui ont des troubles du comportement, puisque vous savez que des unités vont se mettre sur pied ou sont déjà mises sur pied. Et un éducateur décrivait la difficulté de faire vivre ensemble 5 personnes qui présentent des comportements à problème et présentent des déficits sévères, etc. Et ce que ça m'a suggéré peut-être comme idée, c'est de me dire, mais est-ce que ce serait si facile que ça de faire vivre 5 adultes ordinaires qui ne se connaissent pas 24 heures sur 24 les uns avec les autres? Je n'ai pas de réponse, mais peut-être l'avez-vous. Merci pour votre attention. Merci Eric. Attends, il y a peut-être droit à 2 questions à Eric. Si vous avez 2 questions. Merci. C'est vrai que Séverine t'a lancé un défi, mais tu l'as quand même bien relevé. Et puis vivre 5 personnes ordinaires 24 heures sur 24, ça me rappelle une émission de télévision. Alors, c'est pas vraiment une question, mais Isabelle de Pont-de-Vesse, là, à votre gauche, veste blanche, voilà. Je suis présidente d'une association, d'une petite association, et maman d'un adulte autiste. Et j'en reviens à la dignité par rapport au vouvoiement et au tutoiement. Parce que vous connaissez sans doute les papotins, les journalistes, oui, voilà. Eh bien, notre fils autiste a beaucoup de difficultés et n'admet pas le vouvoiement parce que pour lui, ça n'a pas de sens puisque vous, c'est plusieurs personnes. Et il demande toujours à ce qu'on le tutoie. Voilà, c'est tout. Merci. Je vous entends parfaitement. Je vous entends parfaitement, mais ça n'élude pas la question. Ça n'élude pas la question en termes de dignité. Et donc, effectivement, on peut comprendre, voilà, tout à fait le raisonnement que suit votre fils par rapport à ça. Et je n'ai pas de problème au fait que s'il se sent tutoyé, ça ne lui pose pas de problème et grand bien lui fasse dans ses relations sociales. Mais peut-être que la question doit être posée pour d'autres. Et que peut-être il y a une question d'apprentissage, c'est-à-dire que dans la vie, quand on est enfant, on est tutoyé, mais que ça fait peut-être partie aussi des apprentissages de la vie, hein, des apprentissages qu'à un moment donné de sa vie, on sera vouvoyé. Et donc quand je parle d'apprentissage, c'est sur la longueur, c'est pas dans l'instant même où on décide qu'un jour on doit être tutoyé. Donc voilà, peut-être une autre réflexion, mais c'est un long débat et qui n'a sans doute ni de réponse définitive, ni de fin. C'est bon? Pas d'autres questions? Merci Eric encore.